Madame la Présidente, Monsieur le Président du Césaire, chers collègues, je vais ouvrir ce propos au nom du groupe Notre Région d'Avance par un mot de solidarité avec la ville de Strasbourg, avec les victimes, avec les familles des victimes, qui a connu une nouvelle attaque sanglante récemment. Je veux aussi témoigner notre soutien et notre gratitude aux forces de l'ordre, à tous les services de sécurité qui sont durement mis à l'épreuve dans la période et qui méritent que nous leur témoignions ce soutien dont ils ont besoin. Oui, la République est attaquée. La République, elle est attaquée de manière sanguinaire, de manière violente. Elle est attaquée avec les armes. On l'a vu à Strasbourg. Une nouvelle agression mortelle. Et la République est aussi attaquée de manière beaucoup plus pernicieuse, de manière insidieuse, non pas avec les armes, mais avec les mots. Et je veux que nous ayons une réflexion collective sur le complotisme qui ronge notre société, ce péril des fake news qui est un danger pour la démocratie, en tant que représentants du peuple, en tant qu'élus locaux. Nous devons nous saisir de cette question pour que nos compatriotes, les Français, puissent avoir accès à un discernement et retrouver confiance dans l'action publique. Et je veux à ce propos dire que notre soutien aux journalistes et aux médias est entier, parce que leurs conditions d'exercice professionnel sont dures en ce moment. Ils sont souvent dans des positions difficiles et que nous avons dans la période besoin de faits, de vérité, de distance critique et de traitement de l'information. Je veux d'un mot évacuer un sujet dont j'aurais aimé ne pas avoir à parler. Monsieur Sauvadet, vous avez communiqué hier, comme avant chaque session, et on va parler beaucoup de mobilité pendant cette session. Vous avez fait une petite sortie de route. Ça fait longtemps que dans le débat public que je n'avais pas vu une expression de misogynie du niveau de celle que vous avez eue hier. Comparer la présidente à une chanteuse populaire talentueuse, certes, c'est quand même d'un mépris, d'un surplomb, d'une arrogance qui n'élève pas notre débat. Et je veux vous dire franchement que ce n'est pas du tout à la hauteur des débats que nous devons avoir dans cette enceinte. Alors, la politique, elle arrive, mais ça en fait partie. Alors, le président de la République, dans son allocution de lundi soir, a appelé à un état d'urgence économique et sociale. Il en a fait le constat. Je crois que la crise, effectivement, elle est économique et sociale. Elle est aussi politique. Je vais me fâcher une nouvelle fois avec François Patriat. Il en a l'habitude, parce qu'il faut bien poser les mots sur la situation. Il y a le pouvoir d'achat, mais il y a tellement plus que le pouvoir d'achat. Il y a tout ce qui préexistait avant ce début de quinquennat. Le sentiment d'abandon de certains territoires. Et cette révolte des Gilets jaunes, elle est partie quand même de la question de la mobilité. Et elle s'est ancrée dans certains territoires délaissés. Il y a une promesse d'égalité républicaine qui, à l'évidence, n'est pas honorée. Cette quête de services publics qui ont tendance partout à disparaître. Il y a la peur du déclassement. Et je le dis maintenant à M. Odoul, la peur du déclassement, quand on va rencontrer les Gilets jaunes, effectivement, on la ressent. Elle s'exprime, mais quand on va rencontrer les Gilets jaunes, on n'est pas obligé de faire un article à chaque fois, parce que quand on représente le peuple, c'est pas avant tout pour communiquer. Il y a un sentiment d'injustice très profond qui s'exprime dans cette période, doublé d'une crise de la représentation et d'un ressentiment contre ceux qui sont perçus comme faisant partie des élites. Et malheureusement, les élus que nous sommes sont perçus par une partie de la société comme étant déconnectés des réalités, c'est vrai. Cela se double d'une fracture culturelle. Nous avons tous eu accès aux si nombreuses analyses qui nous ont été proposées, les somewhere, les anywhere, la France périphérique, les métropolitains.
Tout cela prend des réalités diverses, mais en tout cas, il faut qu'on en prenne la mesure. Et puis, évidemment, il y a le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat comme premier détonateur de cette crise. Je crois qu'il faut qu'on insiste sur la réalité des inégalités qui ont augmenté depuis l'an 2000, une concentration de la richesse qui, elle aussi, a progressé. Aujourd'hui, il vaut mieux hériter que travailler. Thomas Piketty dit « Les richesses venant du passé progressent mécaniquement plus que les richesses produites par le travail ». Donc, cette question du travail qui ne rémunère pas assez est une question centrale. Un responsable consulaire de notre grande région, en parlant de ceux qu'il représente, dit, les agriculteurs, ils ont besoin de revenus, ils ont besoin de considération, ils ont besoin de perspectives. Et je crois que ce que dit ce responsable consulaire s'applique aux Français et aux citoyens de Bourgogne-Franche-Comté. Le revenu, évidemment, parce qu'il faut un minimum de confort matériel, la considération parce qu'il est question de dignité, et puis les perspectives parce que nous devons pouvoir avoir confiance dans l'avenir. Ce décor, ce cadre-là, il préexistait avant l'arrivée d'Emmanuel Macron. Mais il se trouve que depuis le début de ce quinquennat, il s'y ajoutait quand même quelques ingrédients qui ont ajouté à la crise. D'abord, l'espoir déçu d'un monde nouveau, les corps intermédiaires, élus, syndicats qui ont été écartés, négligés, voire déconsidérés. On se souvient tous du funeste hashtag balance ton maire, et puis un sentiment de verticalité, de pouvoir pyramidal qui a beaucoup nui à la fluidité de la société française. Et je pense qu'il faut faire attention parce que le dégagisme, c'est une arme à double tranchant, et on ne peut pas s'en prévaloir à un moment sans risquer que ça revienne comme un boomerang pour soi-même. Et puis on a aussi une démocratie représentative qui, depuis 2017, représente si peu. Une génération d'élus macroniennes, il faut le dire, un peu hors sol, qui n'a pas trouvé le moyen de faire remonter au président de la République la réalité du terrain. Je crois que nous avons tous fait le constat d'un sentiment d'être méprisé, des petites phrases qui ont d'ailleurs, et c'est regrettable pour nous tous, provoqué une détestation personnelle du chef de l'État, parce que je crois que ces petites phrases, elles ont porté atteinte à la dignité des Français. Et puis des erreurs initiales qui ont alimenté le sentiment d'injustice, avec en parallèle la baisse de l'ISF et la hausse des APL, funeste erreur, là aussi, que nous payons encore. Alors, les réponses à la crise. Il y a des réponses, et je crois qu'il faut donner acte au président de la République d'avoir entendu un certain nombre de choses et d'avoir changé un peu son attitude. Il y a effectivement un geste pour le pouvoir d'achat, mais qu'est-ce que ce fut long et qu'est-ce que c'est confus. On a finalement un pouvoir qui peine à entendre et qui se fait si mal comprendre. Il y a une forme d'amateurisme, et je veux évoquer ici la lunaire journée de mardi au Parlement, où les ministres qui s'exprimaient à l'Assemblée nationale ne disaient pas la même chose que ceux qui s'exprimaient au Sénat sur les mesures qui étaient proposées, où les ministres qui s'exprimaient le mardi disaient le contraire de ce que d'autres ministres avaient dit 15 jours plus tôt. Je pense aux heures supplémentaires qui risquaient, à leur défiscalisation, qui risquaient de faire perdre des centaines de milliers d'emplois et qui, du coup, le mardi, était devenu une bonne solution. Le pouvoir d'achat, oui, mais pas dans n'importe quelle condition. Et je crois qu'on n'a pas répondu en plus à ce sentiment d'injustice. La question de l'ISF restera, me semble-t-il, un caillou dans la chaussure de cet exécutif, et c'est pour nous tous une mauvaise nouvelle. Je crois qu'on n'a pas répondu non plus à la question démocratique. La question démocratique, elle reste entière. Alors on nous parle d'états généraux, de rencontres des maires. Enfin, à la fin des fins, ce qui compte, c'est pas la concertation, c'est la négociation. C'est la négociation salariale, c'est la hausse du pouvoir d'achat, c'est que le travail paye. Et la concertation, elle paraît à cet égard un petit peu cosmétique. Et puis il y a des thèmes qui ont complètement disparu de l'agenda politique, c'est la transition écologique. Elle est passée aux oubliettes, et c'est, me semble-t-il, grave pour notre pays parce que la maison brûle, comme disait un de vos amis politiques, je me tourne vers la droite, la maison brûle, elle continue de brûler, et il semble que nous soyons décidés à regarder ailleurs. Et puis je veux dire quand même un dernier mot des 5 thèmes qui ont été retenus par le président de la République pour le grand débat. Je ne vois pas bien
ce que vient faire l'immigration et l'identité dans ce débat. C'est une question de pouvoir d'achat. C'est une question démocratique. Une enquête a été conduite par des sociologues et des géographes qui ont vu 166 personnes. 2 ont parlé de la question d'immigration. Donc, pour aller au-devant de grands embêtements, je crois qu'il n'y a pas mieux, et je pense que le président de la République serait avisé de revenir sur ce sujet. Alors, Monsieur Sauvadet, vous avez dit à propos des propositions de la présidente, beaucoup de bêtises, qu'il y avait... Vous n'êtes pas obligé d'être... Oh, bah c'est gentil ça, c'est gentil. Non, c'est pas gentil, déjà vous me traitez de misogyne, ensuite vous dites Non, des bêtises. non, je constate la misogynie et je dis que vous dites des bêtises, c'est pas pareil. Règlement, mais dire que je dis des bêtises quand on... Non, vous n'allez pas faire à chaque fois le coup du rappel au règlement. Mais non, mais enfin... Vous dites de la présidente qu'elle produit... La présidente, qu'elle fasse retirer le mot bêtise... Eh ben je retire... sans l'expression d'un groupe politique. Vous dites, vous êtes mépris, alors Monsieur Sauvadet, voilà, je le retire, vous êtes mépris. Ah, ça va mieux. Ouais, vous restez misogyne, mais vous ne dites pas de bêtises. Oui, enfin, Alors, alors là... Moi, je trouve que vous êtes désobligeant avec Annie Cordy, qui est une femme que j'aime beaucoup, qui est une excellente chanteuse et qui, elle, est populaire. il y a 30 ans, elle plaisait beaucoup. Mais moi, j'aime bien le passé. Donc, vous êtes désobligeant avec Annie Cordy, je le lui dirai. Ah, pourquoi une Franche-Comté 30 ? Donc vous attribuez à la présidente de région beaucoup de discours. C'est vrai que pour ceux qui connaissent Marie-Guy Dufay, elle aime beaucoup parler, faire des annonces, faire de l'esbrouf. C'est ce qui la qualifie le mieux. D'ailleurs, on en parle souvent en majorité. Elle aime tellement faire des annonces qu'elle n'en fait très peu, finalement. Parce qu'elle avance sereinement, elle pose des choses, elle concerte. Et finalement, dire que le discours est la marque de fabrique de cette présidente de région, je crois que c'est vraiment à côté de la plaque. Qu'elle décide seule. On sort de l'épisode sécheresse, qui a été reconnu par tous comme un modèle de concertation. Donc, l'évocation du pouvoir pyramidal ici à la région, excusez-moi, c'est un peu à côté de la plaque. Et enfin, la passivité. La passivité. Sur tous les sujets d'urgence, sur toutes les crises que la région a rencontrées, nous avons été, avec la présidente, en première ligne tout de suite. Il n'a pas fallu une semaine pour que, sur la question des TER, où nous avons vu qu'il y avait un sujet, la présidente s'exprime pour proposer ce geste qui revient sur l'augmentation. Donc, voyez, je pense que vous êtes vraiment à côté de la plaque. Alors, vous nous avez évidemment... Non, mais on peut parler un peu, Monsieur Sauvadet, ou on n'est pas au bistrot ici, enfin, excusez-moi. Donc, la carte grise, je ne fais pas de rappel au règlement, hein, je laisse passer, je pense que c'est mieux. La carte grise, vous nous la ressortez, enfin écoutez, on fait tant pour le pouvoir d'achat dans toutes nos politiques. Vous nous parlez des frais de communication, mais est-ce que je m'intéresse, moi, à vos frais de cérémonie qui ont doublé pour l'année 2019 ? Vous nous parlez de la hausse des tarifs. Est-ce que je vous parle de la hausse ? La politique, c'est ça. Oui, mais ça suffit. Ça suffit. Madame la Présidente, est-ce qu'on peut demander à M. Sauvadet ? C'est là qu'il est le discrédit de la politique. Dites de combien ça a augmenté dans mon département. Mais n'allez pas sortir des choses comme ça qui sont fausses. C'est là où vous jouez le jeu des extrêmes. Alors, Monsieur Sauvadet, vous laissez... Augmenter précisément. Monsieur Sauvadet, vous laissez Jérôme Durin aller jusqu'au bout de son intervention. Ce que je veux vous dire, Monsieur Sauvadet, c'est c'est que vos arguments ne sont pas bons. Parce que ce budget, finalement... comme ça qu'on jette le discrédit de la politique. Ouais, C'est je crois. d'avancer des choses qui ne sont pas vraies. Vous n'avez qu'à dire que ça a augmenté de 3,2%. Et de combien? Je crois que si le coup touche, c'est qu'il doit avoir une forme de réalité. Alors ce budget, il est caractérisé par des ratios. C'est un budget public qui satisfait aux exigences d'une gestion maîtrisée et rigoureuse. C'est un budget qui incarne des choix politiques. Notre triptyque emploi, pouvoir d'achat, transition écologique, région solidaire et fraternelle, je crois que ce triptyque, il correspond aux besoins qu'exprime la société française et les habitants de cette région. Nous déroulons ce fil patiemment, tranquillement, depuis 13 ans. Il est dans la conformité avec les engagements qu'on a pris et je crois que nous sommes au rendez-vous de ce que les Français attendent. Justice sociale, justice territoriale, égalité des chances, anticipation de l'avenir pour les territoires, pour les filières, pour les individus, émancipation des individus par le sport, par la culture. Et pour terminer sur la méthode,
un travail de fond dont je répète qu'il n'est pas fait d'esbrouf, mais qu'il est sérieux, qu'il est méticuleux et qu'il est concerté. Alors, quelques exemples, peut-être pour répondre au virage social de M. Odoul. M. Odoul, 26 amendements, ça ne fait pas un contre-budget. Alors, on a bien entendu que la tonalité sociale de votre discours se voulait rassembleuse, mais un budget, c'est un tout. C'est quelque chose qui est construit, c'est porté par une philosophie, ça n'est pas un catalogue d'amendements. Et puis, dans vos amendements, je ne fais pas durer le suspense, hein, nous voterons contre tous, évidemment. Dans vos amendements, on retrouve quand même vos obsessions. Les mères célibataires, on voit l'obsession du retour au foyer, française. Les étudiants, français. Les retraités, français. Plus de démocratie participative. Plus de Césaire, excusez-nous, Monsieur le Président, en tout cas pas rémunéré. Suppression de la politique Europe et internationale, comme si ça ne servait à rien. Plus de budget culture, pas d'art contemporain. Vos obsessions de la vie associative. La politique de la ville qui est ciblée. Donc, finalement, sous le vernis du virage social, on retrouve toutes vos thématiques favorites. Je terminerai ce propos par quelques exemples qu'on peut puiser dans ce budget 2019. Au moment où les lycéens sont inquiets, Stéphane Guiguet, notre majorité, prévoit 110 millions d'investissements dans nos bâtiments. La tarification sociale, une tarification sociale avec des objectifs élevés, la gratuité des manuels scolaires, la caisse à outils gratuite, le bio dans les cantines, les transports scolaires gratuits, la charte éco-lycée. Si on va sur l'environnement, avec notre collègue Frédéric Collat, c'est l'année où sera lancée l'Agence régionale de la biodiversité. C'est l'année où la région prend la main sur le plan déchets et va donner à cet égard une vraie réalité régionale au concept d'économie circulaire. Il y a évidemment le PRIC, avec les 251 millions d'euros qui seront investis sur 3 ans, pour former plus, pour former mieux, pour aider ceux qui sont le plus loin de l'emploi, qui sont au chômage de longue durée, à retrouver une chance avec des réponses de terrain, une offre adaptée pour tous ceux qui sont les plus vulnérables. Et la Présidente l'a dit, une proposition d'augmentation des rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle. Enfin, s'agissant des territoires, je veux évoquer tous ces contrats de territoire qu'Éric Houlet signe semaine après semaine et qui voient la région partout aider au plus près des citoyens, au plus près des élus, les territoires dans leurs projets. Voilà, Madame la Présidente, chers collègues, cette majorité, elle n'est pas disparate, elle est unie, elle n'est pas hésitante, elle est résolue et elle soutiendra ce budget avec enthousiasme.